On parle de l'engagement citoyen européen aujourd'hui sur Euradio et on se pose cette question: comment mieux impliquer chacun de nous dans la décision européenne? Le mouvement Humans, avec le EU de European Union, tente de militer auprès des institutions pour aller plus loin dans cette implication. Ce mouvement né en Italie est coprésidé depuis peu par une Française engagée pour l'Europe et qui travaille dans le domaine des affaires européennes. Elle est notre invitée aujourd'hui sur Euradio. Bonjour Djemila Boulassa. Bonjour. Alors, qu'est-ce que ce mouvement Humans exactement ? Qu'est-ce que ce mouvement exactement ? C'est un mouvement qui rassemble, qui est un réseau transnational de citoyens. Et quand je dis citoyen, c'est peu importe la nationalité, ça c'est très important. Un mouvement transnational. Un mouvement transnational des citoyens qui souhaitent justement développer cette citoyenneté européenne, et s'affirmer en tant que citoyen européen. Donc encore une fois, sans aucune connotation de nationalité ni quoi que ce soit, mais apporter sa contribution à la construction de ce beau projet qu'on appelle l'Europe. Il n'est pas forcément nécessaire d'avoir une expertise quelconque sur l'Europe. Tout le monde peut s'engager dans ce mouvement Humans. Tout à fait. En fait, chacun a une expertise. On ne s'attend pas à avoir des académiciens ou des élus, etc. Tout le monde est le bienvenu, justement. Et là, nous faisons vibrer et vivre la si belle devise européenne, unie dans la diversité. Justement, chacun a sa singularité. Et ce qui est magnifique, c'est d'être ensemble pour construire ensemble, justement, partager. Le mot partager pour moi est très important. Partager justement sa singularité et construire ensemble pour que nous puissions vivre et surtout protéger, promouvoir cette belle démocratie européenne. Et donc le mouvement Humans tenait son congrès il y a peu à Paris, on va y revenir, mais d'abord, question un peu plus personnelle, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, Djemila Boulassa, à vous engager dans ce mouvement ? Alors, je vais faire un petit pas retour en arrière, mais je vais vous poser une petite question. Connaissez-vous la vallée des Anges ? La vallée des Anges, je crois que c'est dans l'est de la France, si je ne me trompe pas. Enfin, quelqu'un qui répond. Voilà, c'est une... Donc on peut peut-être préciser pour nos auditeurs, on est dans l'est de la France, où exactement précisément ? Alors, je vais vous préciser, c'est un trou de verdure au cou d'une rivière qui s'appelle la Fensch, où le nom des villes se termine par Ange. Florange, Hayange, Agondange. Le petit ange vient d'anciennes tribus germaniques, Ang, qui veut dire petit bourg. Et tout a commencé justement dans cette si belle vallée où j'aime à dire que j'ai grandi dans un milieu européen, polonais, italien, espagnol, portugais, dans un territoire aux 3 frontières. 3 frontières, Luxembourg, Belgique, Allemagne. Bien voilà, oui, je suis dans le milieu européen. Alors, c'est presque tout naturellement que dans ce monde où, comme disait Camus, chacun a une source qui nourrit ce qu'il est et ce qu'il dit tout au long de sa vie, eh bien, pour moi, c'est ce monde de lumière et de pauvreté qui m'a fait grandir et dans lequel j'ai grandi, dans des valeurs de solidarité, de fraternité, de partage, qui est le mien, et qui m'a fait justement, presque naturellement, qui m'a conduit justement vers le sujet européen, conduit, j'y étais, et qui m'a fait développer ça, oui, tout simplement. Donc vous êtes né, vous l'avez dit, dans un territoire, comme on dit, transfrontalier, hein, évidemment, avec l'Allemagne et le Luxembourg à proximité, et puis ensuite vous avez fait des études dans plusieurs pays d'Europe. En quoi ça a constitué votre conviction européenne que vous tentez de porter avec le mouvement Humans aujourd'hui ? Eh bien, le fait justement de se rencontrer dans, justement, encore une fois, notre singularité, notre diversité, et de partager ensemble cette envie de construire aussi bien des projets ou de promouvoir. Ça, c'est très important. Donc, bien évidemment, les études, que ça soit
par exemple en Italie, m'ont poussé naturellement, enfin c'est des études de droit européen, m'ont poussé presque naturellement, bien évidemment, vers Bruxelles, qui est là le lieu où toute la sphère européenne se retrouve. Mais c'est surtout le sentiment de pouvoir aussi apporter sa petite brique à l'édifice en tant que citoyenne. Bien évidemment, j'ai une expertise professionnelle, mais c'est pas de celle-là qui est la plus importante. C'est la sensation d'être citoyenne d'un espace qui n'est pas fermé. Puisqu'on le précise, vous travaillez chez Enedis dans le domaine des affaires européennes. Tout à fait. Mais auparavant, j'ai travaillé pour des programmes de la Commission européenne en matière d'éducation et d'emploi ou un réseau européen de grandes villes. Donc en fait, c'est ces petits jalons qui font que voilà, vous développez une expertise certaine et une certaine expertise, mais après, faut-il avoir la volonté et le sentiment de partager ce que j'appellerais mes acquis communautaires. On sent que votre conviction européenne, elle est donc profonde, elle est longue, mais pourquoi aujourd'hui, en 2026, c'est important de s'engager pour défendre l'Europe comme vous le faites ? Eh bien, il ne vous aura pas échappé que nous vivons dans un contexte où certaines choses vacillent. Et je ne sais plus quel historien disait, la page des certitudes tranquilles est tournée. Elle est désormais bel et bien tournée. Donc, et là, je citerai également un autre personnage qui s'appelle Gramsci, qui disait que le monde ancien a du mal encore à mourir et le nouveau a du mal encore à apparaître. Et dans cet entre-deux surgissent des monstres. Et qui sont ces monstres aujourd'hui ? Justement, vous l'avez noté, il y a plusieurs types de monstres. Je voudrais faire référence au sociologue linguiste Raffaele Simone, qui a d'ailleurs eu le prix du livre européen il y a quelques années. Raffaele Simone qui a écrit un superbe livre qui s'appelle Le monstre doux. Alors d'une part, on a le monstre doux dans le sens où on endort les consciences et où le citoyen se déleste de ses prérogatives de citoyen et s'affale pour être tout simplement consommateur. Vous dites on endort les consciences. Qui on endort, selon vous, endort les consciences ? Non, mais dans le sens où il y a tout un cadre où on peut très bien dire bon voilà, j'abdique quelque part, je veux juste du divertissement. Voilà. Et donc là, c'est petit à petit, on pose des jalons et finalement des personnes peuvent tout à fait se délester de leurs prérogatives de citoyen et se dire bon moi j'ai d'autres choses à faire, par exemple. Et puis il y a les monstres un peu plus bruyants, qui sont ricanants et qui utilisent de façon, comment dirais-je, ostentatoire, une brutalité terrible qui s'accompagne d'un cynisme pour dire moi j'ai de l'argent et moi je vais pouvoir commander qui je veux et vous allez obéir selon ce que je veux. On croit reconnaître donc, dans vos propos un certain président des États-Unis, si je ne me trompe pas. Par exemple, tout à fait, c'est en fait un état d'esprit qui fait que des personnes qui sont arrivées à un certain niveau de responsabilité, mais les responsabilités obligent normalement, sont prêtes à écraser un état de droit, un état de droit international qui justement a permis aussi les rapports plutôt pacifiés entre guillemets des États. Or, cet état de droit est démantelé petit à petit, piétiné de façon, comment dirais-je, arrogante. Et l'Europe, justement, se retrouve face à des anciens alliés qui, finalement, estiment que l'Europe porte en elle un progressisme qu'il faut absolument détruire, qui est aussi une démocratie qu'il faut absolument abattre parce que, justement, elle oppresserait les citoyens. Donc l'Europe est face à cette situation et elle se doit d'être lucide. Or,
comme disait un très magnifique poème et poète, René Char, poète résistant, la lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil. C'est terrible d'être lucide actuellement et de voir que ses anciens amis, eh bien non. On parle d'engagement citoyen européen aujourd'hui, engagement que défend notre invitée sur Euradio, Djemila Boulassa, coprésidente du mouvement Humans. On va parler donc reparler de ce mouvement Humans, dont vous êtes la coprésidente, mouvement qui s'appuie donc sur la participation citoyenne aux décisions européennes. Pourquoi vous jugez qu'elle n'est pas suffisante aujourd'hui, cette participation, cette implication citoyenne ? Alors, l'implication citoyenne, je voudrais faire référence aussi à ce qui se passe en France. Il y a eu pas mal d'actions, d'initiatives sur le sujet de la démocratie dite participative. On pense notamment aux conventions citoyennes, celles sur le climat et plus récemment celles sur la fin de vie également. Exactement. Et il y a eu tout le mouvement, tout le processus, dirais-je, des cahiers de doléances. Pendant le mouvement des Gilets jaunes, effectivement, 2018-2019. Exactement. Et à la suite de tout ça, effectivement, il y a eu une sorte de regain, de stimulation en se disant, voilà, moi, citoyen, je peux apporter ma voix pour notre cher res publica, notre chose publique. Eh bien, voilà, les gens il y a eu à peu près plus de 200 000 messages, enfin dans les cahiers de doléances. Et par contre, la suite, c'est justement qu'il n'y a pas eu de suite, malheureusement, ce qui a créé une énorme frustration. Et récemment, effectivement, à la suite de certains militants et maires et chercheurs, finalement, et ce qui a mené une certaine pression, les cahiers de doléances sont enfin disponibles. Ils sont consultables dans les archives départementales un peu partout en France, effectivement. Exactement. Et c'est depuis peu. Et au niveau européen, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'état de la participation citoyenne ? Eh bien, justement, je voulais lier ça aussi à ce qui se passe au niveau national. C'est que au niveau européen, à la suite de la conférence sur le futur de l'Europe, dont je crois que très peu de nos concitoyens ont entendu parler, malheureusement. Et à la suite de cette magnifique conférence, parce qu'effectivement on a mis en place des panels de citoyens aussi bien au niveau européen qu'au niveau national, les gens qui étaient informés de cela, évidemment, c'était les gens qui étaient impliqués directement dans ces panels. Donc ça, c'était magnifique. Hormis que, voilà, il n'y a pas eu assez de liens avec les personnes qui elles-mêmes n'étaient pas impliquées. C'est donc ce qu'a suivi, c'est le processus qui a suivi en fait le référendum constitutionnel de 2005. Exactement. Donc, surtout, les panels de citoyens qui continuent d'être mis en place par la Commission européenne, eh bien, c'est du top-down, comme on dit. C'est une décision qui vient d'en haut, donc c'est parfait, bien évidemment. Mais démocratie participative, alors que beaucoup de citoyens se disent « nous, on ne veut pas participer, on veut décider ». C'est une autre étape. Alors, il y a quand même les initiatives citoyennes européennes, hein, c'est ce qu'on appelle ICE en France, instaurées en 2012 pour inciter la Commission européenne à agir. Elles connaissent de plus en plus de succès. Je citerai un seul exemple, My Voice, My Choice, sur le droit à l'avortement, qui a quand même été signé par 1,2 million d'Européens et d'Européennes. C'est effectivement peu quand on pense à l'ensemble de la population, mais qu'est-ce que vous pensez de cet outil qui existe, qui a eu du mal à être saisi au début et qui commence de plus en plus à être intégré par les citoyens qui veulent se mobiliser sur des questions ? Écoutez, ça a le mérite d'exister, bien évidemment. Ce sont des procédures assez lourdes, mais ça a le mérite d'exister. Vous mentionnez My Voice, My Choice, qui est soutenu également par Humans et qui fait pas mal d'activisme autour de ça par rapport à ces droits fondamentaux. Ce sont des procédures assez lourdes. De même que, par exemple, il y a la possibilité de déposer des pétitions auprès du Parlement européen ou de faire poser des questions par les députés européens, des questions auprès de la Commission européenne ou du Conseil.
du Conseil de l'Union européenne. Oui, il y a d'autres instruments, mais je voudrais revenir justement à la base. Comment est-on informé de toutes ces initiatives et de toutes ces possibilités qui existent? Je vous dis encore une fois, ça c'est effectivement au niveau européen des instances, on a décidé de mettre en place ces dispositifs. Bon, après, les citoyens peuvent les utiliser. Pour utiliser ces dispositifs, encore faut-il les connaître. Bien évidemment, au niveau national, il y a des associations qui font un travail mais magnifique pour justement ouvrir sur cette sphère européenne. Et donc vous ne proposez pas évidemment d'enlever ces initiatives, mais de les rendre un peu plus faciles. De les rendre plus faciles, mais aussi de les rendre plus visibles. Et c'est ce que je voulais souligner, c'est que nonobstant le fait qu'il existe des associations qui font un travail formidable, malheureusement ce sont des associations qui sont souvent dans les grandes villes. Je fais partie du board de la Maison de l'Europe de Paris qui fait un boulot formidable. Je dis pas ça parce que je fais partie de son board, mais toutes les maisons de l'Europe en Europe justement font un travail formidable. Il y a les mouvements européens, etc., etc. Mais comment toucher le citoyen lambda, c'est-à-dire celui qui n'est pas dans les grandes agglomérations où il y a une offre incroyable justement de débats, d'actions, etc. Alors je vous pose la question, comment justement toucher plus de citoyens et de citoyennes? Alors, il n'y a pas une formule magique. Je voulais mentionner que, bon, effectivement, je suis depuis très peu coprésidente des Humans, qui est ce réseau transnational de citoyens, mais j'ai un activisme aussi qui continue et qui était dans le passé, auprès d'associations, de collectifs que j'ai moi-même organisés, et notamment cette petite association qui s'appelle Europe à nous, qui vise précisément à aller vers les personnes qui sont le plus éloignées de la sphère européenne ou de ce domaine européen. Et donc, dans ce cadre-là, on a mené quelques actions où il y a eu des réflexions aussi pour essayer de voir quelles peuvent être les possibilités de toucher justement ces personnes, pour éviter justement que cette res publica européenne ne soit l'apanage des usual suspects, comme on dit dans la bulle européenne, mais vraiment que tout le monde puisse l'approprier. Une de mes expériences, c'est vraiment d'aller vers les personnes. Aller vers les personnes, c'est organiser, par exemple, des événements ou des débats dans des endroits en dehors des cadres généraux de débats européens. Je voulais mentionner hors de Strasbourg, hors de Bruxelles notamment. Ou hors même d'un cadre institutionnel. Classique. Par exemple, par hasard, je vais vous donner cet exemple. Nous avions décidé, lorsque le président avait lancé les consultations citoyennes européennes, d'organiser une consultation citoyenne européenne dans un endroit qui est plus propice à des pensées, en 2 mots, qu'à penser. Quand on consomme, en général, on essaie de pas trop penser. Donc, un centre commercial, porte d'Aubervilliers. C'était magnifique parce qu'on a pu justement faire parler. Nous n'étions pas là pour parler, nous, d'Europe, mais faire parler les personnes qui venaient dans ce centre commercial pour faire leurs courses, nous faire part de leurs rêves, en matière d'Europe, justement. Et sur quel sujet, précisément, il faut qu'on implique plus les citoyens ? Je pense que c'est tous les sujets, c'est à eux de décider. En tout cas, actuellement, je crois que plus que jamais, les citoyens doivent aussi se rendre compte que ils sont un rempart formidable
contre justement ce qui est en train d'être détruit petit à petit, à savoir la démocratie, qui est quand même le socle d'un état de droit, des droits fondamentaux pour chacun. Donc oui, les citoyens sont ce rempart. Et s'en rendre compte, c'est aussi une façon de donner de la considération à des personnes qui peuvent être invisibilisées dans le débat public sur des questions aussi considérées comme high level que les questions européennes. Et je vous assure que ce processus de considération est à prendre... c'est un processus extrêmement important parce que il donne de la dignité, il donne de la légitimité à des personnes qui sont en général mises de côté dans cette sphère. Donc mieux considérer les citoyens pour faire avancer l'Europe, c'est comme ça qu'on peut résumer votre pensée, Djemila Boulassa, et à travers elle, la pensée de ce mouvement Humans dont vous êtes la coprésidente. Il y a un site internet évidemment dans lequel on peut suivre toutes les activités du mouvement. Merci beaucoup Djemila Boulassa d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Euradio. Merci à vous.